Bonjour et bienvenue à nos cours d'initiation à la programmation Arduino pour débutants et débutantes. Hier, nous avions proposé un sujet en espérant qu'il intéresse au moins une quarantaine d'étudiants. À notre grande surprise et en moins de 24 heures, 60 étudiants se sont exprimés en faveur de ce projet. Donc, aujourd'hui, au cours de cette 35e leçon, nous allons approfondir plus en détail le projet proposé. Jusqu'à maintenant, nous avons à peine effleuré comment fonctionne un servomoteur de type RC. C'est quand même suffisant pour faire un pas de plus. C'est-à-dire que pour la première fois, nous allons mettre l'accent sur un autre composant présent dans ce projet. Je parle ici du clavier numérique communément appelé pavé numérique, ou en anglais, keypad. En fait, l'appellation clavier ou pavé numérique pour ce modèle de clavier est erronée, car un clavier numérique ne contient que des chiffres comme celui présenté à gauche. Donc on devrait parler de clavier alphanumérique car il contient des lettres et des chiffres. Tu as raison, mais pour nous simplifier la tâche, tout au long de ce cours je me contenterai de l'appeler tout simplement clavier ou pavé pour en parler. Pour la première partie de ce cours, j'ai pensé qu'il serait judicieux de prendre à part ce qui concerne principalement l'utilisation de ce type de clavier en réalisant ce projet qui mettra l'accent sur ses branchements, sa programmation et son fonctionnement. Les claviers sont un excellent moyen de permettre aux utilisateurs d'interagir avec tes projets. Tu peux les utiliser pour naviguer dans les menus, saisir des mots de passe et contrôler des jeux et des robots. Dans ce cours, je vais te montrer comment configurer un clavier sur l'Arduino. Je vais d'abord t'expliquer comment l'Arduino détecte les pressions sur les touches. À titre d'exemple simple, je vais te montrer comment imprimer sur un écran LCD les touches enfoncées. Et enfin, je vais te montrer comment activer un servomoteur lorsqu'un mot de passe est correctement saisi. Commençons avec le clavier. Un clavier est un ensemble de boutons disposés en blocs ou pavés, qui disposent des chiffres, des symboles ou des lettres alphabétiques. Les pavés contenant principalement des chiffres sont appelés pavés numériques. Le clavier matriciel 4x4 est généralement utilisé comme entrée dans un projet. Il dispose de 16 touches au total, ce qui signifie les mêmes valeurs d'entrée. Il est ultra fin, facile à interfacer avec n'importe quel microcontrôleur et possède un support adhésif pour un montage facile pour une variété d'applications. Son fonctionnement est simple. Le clavier matriciel utilise une combinaison de 4 lignes et 4 colonnes pour fournir les états des boutons au microcontrôleur. Sous chaque touche se trouve un bouton poussoir, dont une extrémité est connectée à une ligne et l'autre extrémité est connectée à une colonne. Pour que le microcontrôleur puisse déterminer quel bouton est enfoncé, il doit d'abord tirer chacune des 4 colonnes, broche 5 à 8, soit vers le bas, soit vers le haut, une par une, puis interroger les états des 4 rangées, broche 1 à 4. En fonction de l'état des colonnes, le microcontrôleur peut savoir sur quel bouton on appuie. Supposons par exemple que ton programme tire les 4 colonnes vers le bas, puis tire la 3e ligne vers le haut. Il lit ensuite les états d'entrée de chaque colonne et lit l'état haut de la broche 6. Cela signifie qu'un contact a été établi entre la colonne 2 et la ligne 3, donc le bouton 8 a été enfoncé. Les applications d'un clavier matriciel ne manquent pas. Qu'il s'agisse d'un système de sécurité de verrouillage par mot de passe, d'un système d'alarme, d'une calculatrice, d'un clavier musical, de la gestion d'un menu ou la saisie de données dans un système, et j'en passe. Il est judicieux de comprendre les bases de son fonctionnement car il te sera possible d'utiliser n'importe quel type de clavier quitte à en bâtir un toi-même, pour répondre à tes propres besoins. Merci pour ces précisions. Maintenant, poursuivons notre étude. Dans ce cours, nous verrons comment relier un clavier à une carte Arduino afin que l'Arduino puisse lire les touches enfoncées par l'utilisateur. À la fin, lorsque tout est correctement connecté et programmé, lorsqu'une touche sera enfoncée, elle apparaîtra sur l'afficheur LCD. Chaque fois que tu appuieras sur une touche, elle apparaîtra sur l'écran. Les claviers 4x4 utilisent 8 broches d'entrée de l'Arduino. Cela prend beaucoup de broches. Pour simplifier le câblage, j'ai donc utilisé un écran LCD de type I2C, car il n'a besoin que de 4 fils pour se connecter à l'Arduino. Pour plus de clarté dans ce projet, j'ai décidé d'aligner le connecteur à 8 pins du clavier aux 8 premières broches d'entrée de l'Arduino, soit les broches D0 à D7. N'importe quelle autre broche ferait l'affaire, mais visuellement parlant c'est beaucoup plus simple comme ça. N'importe quelle autre broche d'entrée ferait l'affaire?
sauf les broches A4 et A5 dans cette configuration, car ces deux broches sont communes aux broches Serial Clock et Serial Data, qui sont déjà utilisées par l'afficheur LCD I2C. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Maintenant que tout est câblé, si nous jetions maintenant un coup d'œil à l'environnement de programmation, Je suis bien d'accord. Puisque nous utilisons un écran LCD de type I2C sur l'Arduino, nous devons installer la bibliothèque Liquid Crystal I2C. Cette bibliothèque est intéressante car elle inclut la plupart des fonctions disponibles dans la bibliothèque standard Liquid Crystal. L'écran LCD I2C utilisé est basé sur le chipset PCF8574 et son adresse décimale est 32. Cette adresse correspond à l'adresse 0x20 en hexadécimal. L'autre bibliothèque à inclure est celle qui permet d'utiliser les fonctions du clavier. C'est la bibliothèque KeyPad. Maintenant que les bibliothèques sont ajoutées, que l'objet LCD a été créé, l'étape suivante consiste à préparer le clavier. C'est-à-dire, déclarer l'ensemble des variables qui le concernent. Les deux premières variables sont de type byte, la première nommée ligne, précise que notre clavier dispose de 4 lignes, et 4 colonnes pour la seconde variable nommée colonne. La variable suivante a un rôle particulier. Nommée keymap, elle est de type char. Elle permet de créer ou déclarer un tableau à 2 dimensions qui sont définis par les deux indices, ligne et colonne. les tableaux à 2 dimensions, c'est-à-dire les indices, représentent souvent des tableaux de valeurs constitués d'informations disposées en ligne et en colonne. Les principales caractéristiques des tableaux multidimensionnels sont: pour identifier un élément de tableau particulier, nous devons spécifier 2 indices. Par convention, le premier identifie la ligne de l'élément et le second identifie la colonne de l'élément. Les tableaux qui nécessitent 2 indices pour identifier un élément particulier sont appelés tableaux bidimensionnels ou tableaux 2D. Les tableaux à 2 dimensions ou plus sont appelés tableaux multidimensionnels et peuvent avoir plus de 2 dimensions. On aura certainement l'occasion d'approfondir plus en détail la conception de tableaux dans d'autres leçons. Pour le moment, j'attirerai ton attention sur la syntaxe des éléments contenus dans le tableau. Chaque chiffre, symbole et lettre sont placés entre une paire d'apostrophes. C'est pour convertir chaque élément en caractère, car la variable keymap est de type char. Si on n'avait que des chiffres, on aurait pu utiliser le type integer pour déclarer la variable keymap. En espérant qu'on ne t'a pas perdu, poursuivons avec les deux variables suivantes. Elles sont de type byte, nommées respectivement ligne pin et colonne pin. Elles forment toutes deux un tableau unidirectionnel mettant en relation nos 2 indices et les 8 broches d'entrée entre l'Arduino et le connecteur du clavier. Finalement, la dernière étape à déclarer concernant le clavier consiste à créer l'objet clavier de la classe KeyPad que j'ai nommé clavier perso. Il utilise la fonction makeKeymap, une des fonctions de la bibliothèque KeyPad. Disons pour rester simple, que cette fonction balaie les unes après les autres les 8 broches d'entrée, établit une relation avec le tableau keymap, identifie la touche qui a été pressée et communique la valeur de l'élément à la fonction clavier perso. La dernière variable de l'entête déclarative ne concerne pas le clavier. Elle est de type integer et se nomme col, c'est une abréviation de colonne. En fait, cette variable sera associée à la position du curseur de l'afficheur LCD. On en reparlera tantôt. On quitte l'entête déclarative pour jeter un coup d'œil rapide à la fonction setup. Comme tu peux le voir, il n'y a rien de compliqué là. C'est du archi déjà vu, rien de nouveau. Initialisation de l'afficheur I2C, activation du rétroéclairage, affichage de lignes de texte, quelques délais, et on saute directement dans la fonction loop. Encore là, rien de compliqué. Allons-y ligne par ligne. Ligne 41. Déclaration locale de type char de la variable nommée touche. Elle est égale à la fonction clavier perso.getKey. Son rôle est d'identifier la valeur associée à la touche qui a été pressée. Si aucune touche du clavier n'est pressée, la valeur de touche est nulle et est égale à faux. Ligne 42. Il s'agit d'une instruction à afficher sur la première ligne de l'écran, mais qui n'a plus sa raison d'être car je l'ai déplacée à la ligne 35 dans la fonction setup. Elle est marquée comme commentaire et n'a plus sa raison d'être là, mais si je l'ai laissée, c'est juste pour préciser qu'à cette position cela provoque le clignotement de cette ligne,
parce qu'elle est exécutée en boucle par la fonction loop. Ce n'était pas la meilleure idée du siècle. En la déplaçant dans la fonction setup, elle ne s'affiche qu'une seule fois, et reste affichée tout le temps, sans clignotement. Si tu veux le vérifier, retire les 2 barres obliques devant la ligne d'instruction et relance le programme. Tu vas comprendre que ce n'est pas sa place. Ligne 43. Très simple. Il s'agit d'utiliser une structure conditionnelle if, sans opérateur. On utilise cette méthode pour simplifier l'instruction à sa plus simple expression. Comme on l'a déjà étudié, une structure conditionnelle if exécute les instructions contenues entre sa paire d'accolades seulement et je le répète seulement, si la condition est vraie. Par défaut, si aucune touche n'est pressée, la variable touche ne reçoit aucun caractère. Cela la place dans l'état faux. Par contre, si une touche est pressée, la variable touche stocke le caractère reçu par la fonction getKey, puis la variable touche passe à l'état vrai et exécute les instructions contenues entre sa paire d'accolades. Ce qui nous amène à la ligne 44. Tu connais déjà ces instructions. La première positionne le curseur sur la colonne 0 de la deuxième ligne. L'autre imprime la variable touche, suivie de la ligne 45. Call++. Cette instruction incrémente de 1 la position du curseur à chaque fois qu'une touche est pressée. Cela a pour effet d'afficher les caractères l'un à la suite de l'autre. Jusqu'à 16 caractères. Après, il y a débordement de l'affichage et plus rien ne s'ajoute car l'afficheur est limité à 16 caractères par ligne. Pour contrer ce problème, il suffit d'ajouter ces lignes d'instructions qui auront pour fonction de réinitialiser l'affichage. Ou d'appuyer sur Reset. Démo. C'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse te familiariser avec ce projet en attendant la deuxième partie de cette leçon qui expliquera comment gérer un mot de passe pour déverrouiller une porte ou pour activer un relais. Si t'as aimé cette leçon, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, sinon laisse-nous tes commentaires afin qu'on tente de s'améliorer. Ces cours sont offerts gratuitement, notre seule motivation c'est de voir le nombre de j'aime en augmentation et les commentaires que tu nous laisses. Sans parler bien sûr, des 300 à 350 nouveaux abonnés qui s'ajoutent tous les mois. C'est très motivant. Merci à vous tous et à très bientôt. Easy Weekend Project.